BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur BFM TV. Merci aux autres qui sont restés. On va aborder maintenant à nouveau le risque terroriste sur notre territoire en France, la menace. Est-ce que les Français ont raison d'avoir peur? Certains ont peur. On a eu un sondage hier. Pas tous. Certains Français restent confiants et disent qu'ils ne changeront pas leurs habitudes. C'est le sondage Elab qui est sorti hier. Pour en parler, nous avons sur notre plateau toujours Monsieur Alain Bauer, professeur de criminologie, spécialiste de sécurité. Et j'ai bien retenu la leçon d'antiterrorisme, mais aussi deux visages que vous connaissez bien sur BFM TV. Raphaël Grabli, qui est déjà venu nous voir et qui va nous parler des réseaux sociaux et de la guerre de communication. Bonsoir. Et Dominique Rizet, consultant police-justice sur notre chaîne BFM TV. Un rappel de la situation. Oui, Gérald Darmanin qui a refait le point sur cette menace terroriste en France avec le plan Vigipirate relevé en urgence attentat, ces alertes à la bombe qui se multiplient, encore 9 aéroports évacués aujourd'hui et les Français qui ont peur, selon ce sondage que vous venez de citer, 84% d'entre eux se disent inquiets. Il était donc l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure et voilà ce qu'il dit. Depuis ces attaques du Hamas contre Israël, évidemment cette menace s'est renforcée sur notre territoire. On l'écoute. Cette ambiance extrêmement terrible qui se passe au Proche-Orient, les attentats islamistes du Hamas font effectivement qu'il y a partout en Europe une possibilité supplémentaire d'une menace terroriste. Alors il faut dire la vérité aux Français, chaque fois je le disais depuis que je suis le ministre de l'Intérieur depuis maintenant 3 ans, la menace terroriste elle est très forte en Europe et est très forte en France. Nous déjouons un attentat en moyenne tous les mois et demi, 2 mois. Donc c'est quand même important. Un attentat caractérisé, qualifié comme tel par la justice. Il y a une accélération depuis le 7 octobre. Est-ce qu'il se passe en Israël ? Il y a, encore une fois, un moment propice où des gens ont sans doute envie de passer à l'acte, à l'appel d'une situation internationale, comme il y en a eu lorsqu'il y a eu les publications ou les republications des caricatures. Alors justement, parlons des fichiers S parce que ça intéresse tout le monde. C'était le cas de celui qui a tué ce pauvre professeur d'Arras dont c'était les obsèques ce matin. Il y a plusieurs niveaux de fichiers S. À quel niveau il était celui-là? C'est pas un niveau, c'est une lettre. Donc lui, il était au niveau, parce qu'on peut être fichier S pour des tas d'activités. Et S, ça veut pas dire surveiller, ça veut dire signaler. Très bien. Donc vous avez des gens qui sont agités, qui sont psychiatriquement agités, qui sont des hooligans, qui s'occupent essentiellement de commettre des violences dans les stades. Et puis vous avez des gens qui sont supposés être djihadisés ou en situation de radicalisation. Ce mot veut absolument rien dire, mais on fait tous semblant de penser qu'il Alors lui, il était dans quel cas? Fichier S, dans quel cas? Il était dans le cas radicalisation islamiste, djihadiste, du fait de sa famille, son père, son frère, lui-même, voilà. Et par ailleurs, un certain nombre d'événements qui le concernaient. Donc, c'est une sorte de casier judiciaire sans condamnation. Ouais. Je vous pose cette question parce que Dominique... Il était 14. De 1 à 17, il était 14. Voilà, c'est ça que je voulais comme réponse. Merci. Merci Dominique Rizet. Vous venez de battre Alain Bauer sur cette question. C'est mon ami, on ne se bat pas, on est les mêmes. En fait, il y a un fichier qui s'appelle le FPR, des personnes recherchées, qui existe depuis 69, 400 000 noms. Dans ce fichier, il y a des lettres. Alors, il y a des lettres V, c'est les évadés qu'il faut rechercher, personnes recherchées. Les T, c'est trésor public, les gens qui doivent de l'argent à l'État, il faut les retrouver. Les M, ce sont les mineurs en fugue. Les S, ce sont les fiches sûreté de l'État. Et elles vont de 1 à 17 et lui avait une fiche 14. Sauf que là, vous avez des informations étonnantes à nous donner sur ce garçon radicalisé, fiché S, Mohamed j'ai toujours du mal à dire son nom, Mougoshkov. Ougouchkov. Voilà. Et lui-même a dit un jour à une prof... Kalachnikov. Comme Kalachnikov, donc c'est facile de le retenir. C'était déjà un mauvais signe. Un mauvais signe. Mais alors, sauf que là, vous avez des informations étonnantes qui datent de 2020, en fait. Des faits qui datent de 2020. En fait, il a été signalé, il a fait l'objet de 2 signalements par l'éducation nationale. C'est pas la justice, mais c'est l'éducation nationale. Pour des faits graves. Février 2021, avril 2022. Petit retour en arrière pour le premier signalement. En novembre 2020, un élève agresse une professeure dans une école parce qu'elle a parlé de la mémoire, elle a évoqué la mémoire de Samuel Paty. L'élève est exclu et quelques semaines plus tard, l'enseignante s'aperçoit qu'elle est suivie en rentrant chez elle, le soir, par quelqu'un qui n'est pas cet élève exclu, mais elle va déposer plainte. Et quelques temps plus tard, en décembre 2020, un jeune homme, 20 ans, c'est le fameux Mohamed Ougouchkov. Mais ça qui est fou. Il fait intrusion dans la salle de classe, il n'est pas un élève de l'établissement, et il vient la menacer. Donc, il va faire l'objet d'un signalement par les services de l'éducation nationale parce qu'il a intimidé cette enseignante. Il va être inscrit
à un autre fichier qui est le FSPRT, PRT. fichier des signalements pour la radicalisation à caractère terroriste. Ça aurait dû suffire quand même à alerter sur sa dangerosité. Et il va, Laurent, il va faire l'objet d'un deuxième signalement. On est en avril 2022. Cette fois-ci, il est scolarisé en BTS dans le même établissement, dans cet établissement où il est venu menacer la professeure. Il est signalé pour absentéisme et pour son comportement. Et il tient ses propos dans la salle de classe. Il dit à sa professeure, mon nom se prononce, Julie, comme Kalachnikov, facile à retenir, hein, Gouchkov. Il dit, est-ce que cet outil peut tuer? Et il dit, est-ce que ce mélange est explosif? Des allusions. Est-ce que ces éléments-là, quand même, auraient permis de l'expulser? C'est ça la question. Oui, alors, pas tant, pardon, hein, Julie, pas tant, parce que je trouve que on pourrait considérer, même si c'est grave que ça relève de la plaisanterie, à la limite, les propos qui datent de 2022. Moi, je trouve beaucoup plus inquiétant qu'il ait menacé la professeure en 2020, qu'il soit rentré dans une classe, dans un établissement. Qu'il l'ait suivi. Mais justement, dans une classe, en plus, d'un établissement où il n'est pas à ce moment-là encore élève, manifestement, et que malgré ça, on les laisse dans la nature ensuite. Vous avez la réponse de M. Darmanin, j'en ai 4 pages, là, 4 pages du ministre qui dit, voilà, si ma loi arrive à l'Assemblée nationale, on aura les moyens d'expulser des personnes comme lui. Pour trouble à l'ordre public, on pourra leur retirer leur titre de séjour et on pourra les expulser. Je ne sais pas si vous avez entendu Robert Ménard, maire de Béziers, qui ce matin a déclaré « Dans ma ville, je ne sais pas qui est fiché S ». C'est vrai, ça, les maires ne savent pas qui sont les fichés S? Non, il y a quelques endroits où on partage l'information. On ne donne pas les niveaux comme ni les délinquants sexuels, ni les fichiers. Comme Dominique le sait, y compris parce que ce qu'il a indiqué, qui montre sa très grande capacité à l'information, sont d'excellentes sources, sont des éléments qui en général ne se partagent pas hors du cercle pur du système. Mais ce qui est intéressant, c'est que la transition du fichier des personnes recherchées, qui est immense, vers le fichier sûreté de l'État, le FSPRT, est un problème, sauf que ce fichier a tellement grossi qu'il comporte aujourd'hui près de 20 000 individus, et que donc il y a un problème, c'est qu'en fait on crée des fichiers, donc la collecte de l'information n'a jamais été aussi bonne. C'est-à-dire que si on prenait toutes les informations connues de ce que nous avons fait depuis que nous sommes entrés sur le plateau, et qu'on les imprimait, ils seraient remplis de papier. Le problème, c'est l'analyse, la capacité à en faire quelque chose, à la hiérarchiser, à dire, et en fait, ensuite, de faire quelque chose. Or là, il y a 2 blocages. Le premier blocage, c'est que le renseignement, ça ne se partage pas, ou peu. Et donc, on garde tout pour soi. Le fait de pouvoir partager nécessite d'immenses efforts, essentiellement pour protéger les sources, pas pour protéger les terroristes, mais ça se transforme en une capacité à l'inaction parce qu'on attend d'avoir suffisamment pour. Et puis, troisièmement, l'action, eh bien là, les limites de la loi qui sont très importantes en termes de protection des mineurs d'abord, des réfugiés ensuite, des réfugiés politiques enfin, parce que la loi française ne fait pas le lien entre un réfugié politique qui condamne la démocratie, le droit des femmes, qui est antisémite, xénophobe, islamophobe, enfin ce que vous voulez, et qui serait poursuivi par son pays pour cela, pour des raisons politiques, et ben du coup il devient un réfugié politique. Et quand Alain parle des mineurs, tu parles des mineurs, et bien dans le FSPRT, il y a 20 000 noms, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, 4 000 qui sont des personnes radicalisées susceptibles de passer à l'acte, donc dangereuses, et sur les 4 000, 1000 mineurs. Est-ce qu'il faudrait, que les enseignants, juste une petite question, est-ce qu'il faudrait que les enseignants ou les maires soient tenus au courant, voilà, quand ils ont un fichier S dans leur maire? Le maire est un officier de police judiciaire, donc ça serait une possibilité, elle n'est pas interdite, il n'est pas habilité, mais il a la possibilité, parce qu'il est en même temps un agent de l'État et un élu local. Il faut savoir qu'en France, c'est un pays un peu compliqué en matière de gestion administrative, mais ça reste napoléonien, mais en tout cas, c'est possible, on ne peut pas l'empêcher. Il faudrait juste convaincre suffisamment les gens. Il y a d'ailleurs des cellules communes qui gèrent parfois des cas un peu compliqués en matière de criminalité organisée ou de trafic de stupes. Ça ne nécessiterait pas un immense effort. Les enseignants, non, mais les chefs d'établissement... Le problème, c'est la délation. Pourraient faire l'objet dans ce cadre-là, qui est de la pure information. On pourrait avoir des cellules de sécurisation propres aux établissements, limitées aux chefs d'établissement, mais ça ne couvrirait évidemment pas l'ensemble des... Je voulais interroger le maire de Montpellier, qu'on a en ligne, qui patiente. Pardon, monsieur Michael Delafosse, mais vous entendez ce qu'on vient de dire à propos des déclarations du maire de Béziers, monsieur Ménard, ce matin, qui réclamait être au courant des fichiers S qui étaient dans sa ville. Vous-même, c'est un souhait que vous auriez? On ne vous entend pas.
Monsieur Delafosse, on ne vous entend pas. On n'a pas de son sur le retour. Pas de retour sur le plateau. On va arranger ça. En attendant 2 secondes, oui. La technique. Ah, oui, monsieur le maire, monsieur Delafosse. Je crois qu'ils sont en train de résoudre le problème. Que des délinquants sexuels ou des terroristes soient identifiés, que les informations fuitent et que des gens aillent régler des comptes avec eux. Ça pose un vrai problème. Donc il faut être très discret sur ces fichiers. Ce matin, en tout cas dans l'Obs et dans Le Point, Michael Delafosse signait une tribune et était interviewé à propos du fanatiste islamiste qui visait nos écoles. Il demande un sursaut de la part de notre République face à ce danger. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Delafosse? Monsieur le maire, bonsoir. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? La communication est rétablie. Et ma première question était, est-ce que comme monsieur Ménard, vous souhaitez, vous aussi, être au courant de ceux qui sont fichés S dans votre ville? Je suis très surpris de la déclaration du maire de Béziers parce que dans les relations directes entre le préfet de l'Hérault et moi en ma qualité de maire, nous partageons ce type d'informations. Il a été évoqué qu'il existait plusieurs types de fichiers S et pour essayer de coordonner l'action dans le cadre du continuum de sécurité, nous échangeons ces informations et c'est nécessaire. Ça a été évoqué pour les stupéfiants, c'est aussi évoqué pour la radicalisation, les pouvoirs de police du maire qui sont à la fois pouvoirs de police administratif mais aussi de police judiciaire, on peut essayer d'agir ensemble. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de tension entre d'un côté la collectivité locale, les municipalités, et de l'autre l'État, y compris parce que la situation est difficile et nous devons faire bloc et nous devons avoir le maximum de coopération pour assurer la protection de nos concitoyens. Ce matin, dans l'Obs et dans Le Point, vous disiez que l'objectif à Arras de ce terroriste islamiste, un assis, on ne va pas dire que c'est un fou, nous, comme tout à l'heure, monsieur Mourad Boudjelal. Non, vous disiez, son objectif, vous disiez, c'était la mort aux Lumières. Vous dites qu'au fond, vous-même, en tant que prof d'histoire géo, il est important de réagir face à ce qui se passe. Vous continuez à enseigner, vous-même, monsieur le maire ? Oui, j'enseigne, j'ai encore une charge d'enseignement. Samuel Paty a 3 ans. Aujourd'hui, à Arras, les obsèques de Dominique Bernard et ce fanatique islamiste dans les couloirs du lycée Gambetta disait je veux tuer quelqu'un qui enseigne l'histoire géo, qui enseigne la laïcité. Et Dominique Bernard a été un homme d'un courage exceptionnel puisqu'il a protégé ses élèves comme le font tous les professeurs, tous les agents publics, et il a été tué pour cela. Et donc ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et que cherchent les fanatiques? Eh bien, c'est à tuer ceux qui incarnent l'autorité par le savoir, ceux qui transmettent, ceux qui forment à l'esprit critique, ce que Samuel Paty faisait autour de la liberté de la presse et des caricatures, ce que les professeurs sont garants du principe de laïcité en France. Ils l'enseignent, ils en respectent la neutralité, et donc nous devons, notre société doit se mobiliser collectivement pour lutter contre ces clairs-obscurs dans lesquels les fanatiques, vont se nourrir. Et donc il doit y avoir sursaut, tout comme quand les professeurs disent il faut un peu plus de moyens dans une société qui est violente. L'école, elle n'est pas à l'abri de cela, et on a eu un certain nombre de signalements. Il faut pouvoir avoir des moyens humains pour traiter ces élèves. Nous sommes face à un défi dans notre société qui est considérable parce qu'il n'est pas concevable que ces faits se reproduisent. D'ailleurs, la sœur de Samuel Paty l'a dit avec courage, dans des mots très forts, au Sénat, et il est temps que l'ensemble du corps social ne considère pas comme anodin ce qui parfois est ce clair-obscur. Juste une courte question, monsieur le maire. Vous m'entendez? Une courte question. Vous enseignez, je crois, auprès d'élèves de 4e, c'est bien ça? Est-ce que vous avez revu vos élèves depuis ce deuxième attentat terroriste contre un prof? Et est-ce que vous avez parlé de ça avec eux? Oui, on échange parce que les élèves, ils sont confrontés aux tragédies du monde et à cet événement qui les a bouleversés. Et ils viennent avec leur représentation, parfois les médias leur livrent. Et le rôle des professeurs, qu'est-ce que c'est? C'est d'en montrer la complexité, que quand ils ont parfois des réactions ou des questionnements, c'est de les apporter. C'est ce que font tous les professeurs dans leur classe. Avec les jeunes qui prennent le métier, il faut mieux les former, mieux les accompagner. Et puis les collègues
plus expérimentés ont cette habitude et globalement nous le faisons. Mais on sent bien que parfois l'institution scolaire est mise à l'épreuve. Je voudrais prendre une illustration. La question des abayas, elle n'est pas née comme ça du jour au lendemain. On voyait bien qu'il y avait une entreprise sur les réseaux sociaux de l'islam politique de tester l'institution scolaire. Et il a été salutaire, après de longues années d'atermoiement, qu'on ait pris une décision de clarté pour que les chefs d'établissement, les professeurs soient protégés et puissent dire quelle est la règle. Je vous interromps parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger l'école, mieux protéger les professeurs, Alain Bauer? Et après, on fait parler notre équipe, évidemment. Écoutez, ça fait très longtemps que ce sujet a été abordé pour à peu près tous les espaces publics. Deux petits jeunes, Vauban et Sun Tzu, ont créé une start-up il y a environ 1000 ans sur la question. Mais malheureusement, ça entre souvent en oubli. En général, on commence par un aspect qui s'appelle PPC, c'est-à-dire périphérie, voir de loin, ralentir la progression, être informé, c'est le renseignement, et rien d'autre ne le remplace. Question des frontières, largement revisitée par Régis Debray, qui mériterait d'être relu par tous ceux qui pensent que la globalisation heureuse est un espace pour bisounours gentils gambadant dans la luzerne où nous ne serions entourés que d'amis et de consommateurs. C'est un sujet qu'il faut revoir aussi. Le communautarisme ? Oui, ça fait partie de ça. La deuxième, c'est la périmétrie, c'est-à-dire protéger les enceintes. Pendant très longtemps, dans les années 70-80, on a décidé qu'il fallait que tout soit ouvert sur la ville et sur la vie. Oui, exactement. Donc les quais de train, les espaces, les écoles, les lycées, les universités. Alors, et maintenant, on referme. Voilà, et maintenant, on est dans la phase inverse, c'est-à-dire comment on se protège des intrusions. Car le vrai sujet, c'est que dans les deux épisodes que vous indiquez, il n'était pas élève de l'établissement, et pourtant il a pu y entrer par 2 fois. Et puis le troisièmement, c'est compartimentage, c'est-à-dire faire en sorte que si vous perdez un bout de quelque chose, vous ne perdiez pas toute votre maison, votre établissement, etc. Ces 3 éléments doivent fonctionner de manière logique. Or, pour l'instant, on est essentiellement dans le fétichisme technologique. Les caméras vont tout régler, les détecteurs vont tout régler, enfin tout ça. Les portiques à l'entrée des... Oui, ça peut régler une partie du problème. Mais... Laurent Wauquiez veut mettre la reconnaissance faciale justement devant les lycées pour ça marche, repérer les individus radicalisés. Il faut savoir qui on veut reconnaître. Comprenez, c'est comme le fichier de tout à l'heure. Si on n'est pas dans le fichier, le fichier, il vous reconnaît pas. Donc c'est impossible à mettre en place. Non, c'est pas impossible. C'est compliqué et ça ne peut pas être la réponse à tout. Pour le moment, ce serait illégal aussi quand même. Pour le moment, ce serait illégal surtout. Puis c'est plus ou moins illégal. C'est un peu plus compliqué parce que la CNIL d'un côté et le Conseil constitutionnel de l'autre ont évolué, notamment sur la loi JO, en permettant, comme vous avez pu le voir, quelques expérimentations algorithmiques. C'est pas de la reconnaissance faciale. Non, c'est de la reconnaissance algorithmique. Mais on verra si on progresse sur ce sujet. En tout cas, ça ne peut être que global en intégrant le facteur humain et la dimension complète d'un projet de sécurité. Ça ne se répond pas uniquement par le truc qui règle tout. Ça n'existe pas. Chacun dans l'équipe, d'abord Louis Morin, allons-y. Évidemment, je rejoins ce que vous venez de dire, Alain Bauer. Ça ne peut être que global. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment ça va évoluer en termes d'opinion publique dans les prochains mois et dans les prochaines années. Parce que tout le monde a en ligne 2027. On a ce sondage que BFM TV vient de sortir. 84% des Français sont inquiets. Comment est-ce que cela va pouvoir se traduire par la suite dans les urnes? Et surtout, est-ce que la réponse que veut mettre en place aujourd'hui le gouvernement va être suffisante pour endiguer le phénomène politique qu'il peut y avoir? C'est-à-dire, concrètement, est-ce que la loi de Gérald Darmanin va réussir à porter ses fruits d'ici 2027? Et justement, il a eu l'occasion d'y répondre un petit peu tout à l'heure face aux questions de Benjamin Duhamel. Et on voit bien que cette loi, c'est un minimum, mais que ça ne résoudra pas tout. Parce qu'il se pose toujours la question des laissez-passer consulaires, sur lesquels il n'y a pas véritablement de réponse qui a pu être apportée. Et puis, il restera toujours la question des mineurs. Voilà, sur lesquels, là aussi, il n'y a pas de réponse. 1000 mineurs radicalisés en France actuellement. Exactement. C'est le chiffre qu'il a donné. Donc, le risque, c'est que cette loi soit effectivement un prérequis minimum, mais qu'elle apparaisse toujours, dans quelques années, comme un coup d'épée dans l'eau. Bérénice Levé. Moi, alors, je vais être plus sur le terrain de la reconquête des esprits et de la France. Alors là, c'est sur le long terme. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Simone Veil, la philosophe dans l'Enracinement, dit « il faut rebâtir un peuple ». Et comment on rebâtit un peuple? Il faut donner quelque chose à aimer aux Français et leur donner à aimer la France. Si on veut rebâtir une patrie, de toute façon, il va falloir en
passer par là. Et à ce moment-là, poser véritablement la question et s'entendre sur la raison d'être de l'école. L'école, pourquoi faire? J'avais écrit un essai lors des précédentes élections présidentielles. J'en avais fait un chapitre entier. Tant qu'on ne mettra pas sur on ne posera pas cette question et on ne s'entendra pas sur les finalités de l'école, c'est pas simplement de fabriquer des citoyens. C'est vraiment de redonner une certaine idée de la France et la donner à aimer, en effet. Donc ça, c'est sur le très long terme, mais il y a cette reconquête à opérer. Louison? Moi, je me demande si... Alors, moi, j'avais 10 ans en 95 et 30 en 2015, donc vous calculez mon âge, chut. Moi, j'ai grandi à Paris, donc j'ai grandi dans un endroit assez central où il y a rue de Rennes une plaque pour un attentat qui a été commis en 86, où il y a un peu plus loin un RER où il y a eu 4 morts, un peu plus loin un autre RER où il y a eu 8 ou 10 morts. Enfin, il faut aussi peut-être apprendre à se protéger, ça, il n'y a pas de doute, mais à se dire que le risque zéro n'existe pas et qu'il y aura toujours quelqu'un qui un jour va se réveiller en disant « je prends ma bonbonne de gaz, mes clous et je me fais sauter dans le métro » et que malheureusement, il faut aussi apprendre à... Vous avez raison. Sans minimiser évidemment ce qui se passe, parce que c'est très grave ce qui se passe en ce moment. Quand on regarde par le passé le nombre d'attentats qu'il y a pu y avoir, alors évidemment aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux, on est encore plus au cœur de cette information, mais il y a toujours eu sous tous les septennats et tous les présidents de nombreux attentats dans les décennies qui ont passé. Vous avez raison, parce que toujours regardez un peu ce qui s'est passé avant Alain Bauer. 1980 rue Copernic, la première exportation du conflit israélo-palestinien. Ensuite 83 rue des Rosiers, ciblé anti-juif. Rue Copernic aussi. Avec les et donc, malheureuses. on n'est pas à l'abri. Mais ce que je voulais indiquer, c'est qu'après chaque attentat, il y a une commission d'enquête. Dans tous les pays du monde. Discrète, secrète, publique, mais enfin, au bout d'un moment, tout fuit toujours. Ça tombe chez Dominique en général. Et donc, les rapports de ces commissions d'enquête sont toujours les 3 mêmes. 1, on savait tout avant. Ou presque tout. Voilà, 2, on n'a pas compris ce qu'on savait. Les Américains ont une formule, we did not connect the dots. On n'a pas connecté. Et 3, ça serait bien si ça ne se reproduisait pas. 90% des attentats identifiés, des attentats importants, des attentats qui ont fait plus d'une victime, etc., sont des attentats qui auraient pu être empêchés ou perturbés. Il en reste 10%, vous avez raison. On n'y peut rien parce que c'est un acte spontané, ça sort un matin, il n'y a pas le temps de faire du renseignement, il n'y a pas d'éléments, il n'y en a pas du tout, ça arrive. Dans les 47 attentats qui ont été empêchés par les services de renseignement depuis 2016, une dizaine correspondent à des individus inconnus. C'est pas qu'ils étaient mal classés dans le fichier, c'est pas qu'ils n'étaient pas dans le bon fichier, c'est pas qu'on les avait pas vus dans le fichier, c'est qu'ils n'y étaient pas du tout. Donc en gros, vous nous dites qu'il y a une partie d'attentats pour lesquels on ne peut rien faire. Absolument, mais 90%, on aurait pu ne pas avoir lieu. Risque zéro, Dominique Rizet. Réduire de 90%, c'est un vrai enjeu. Alain Bauer dit bien qu'il y a quand même 90%, donc d'accord, 10% qui n'auraient pas pu être évités, mais enfin, c'est là, si vous voulez, le problème de Darmanin, c'est qu'il va répétant sur les plateaux que finalement, il fait absolument tout. Donc c'est le point de départ. Tout à l'heure, je vous disais par rapport au tweet de Benzema, on détourne l'attention sur le vrai problème. Il est interrogé sur l'impuissance politique et il nous dit mais non, regardez tout ce que je fais. Alors à ce moment-là, on regarde les morts effectivement s'entasser. Dominique Rizet. Moi je reviens à la conversation initiale. Julie disait tout à l'heure la reconnaissance faciale, Laurent Wauquiez, les tourniquets, les badges sécurisés. L'ennemi, il est parfois à l'intérieur. Donc on sait que Mohamed, je suis comme a fréquenté cet établissement. Il a pu y entrer. Il aurait pu être le même élève qui avait son badge d'accès ou qui était reconnu et qui entrait dans l'établissement. Je vous rappelle quand même que dans l'un des endroits les plus sécurisés de la République, la préfecture de police, Michael Harpon est entré avec sa carte de policier du renseignement territorial. Elle n'a pas été tuée par un terroriste islamiste, mais Madame de la Salle, qui en février à Saint-Jean-de-Luz a été tuée, elle aussi poignardée, c'était par un de ses élèves qui serait rentré avec la reconnaissance faciale de toute façon. Vous me permettez, monsieur Bauer, juste un mot. Avant 1996, les services de renseignement ont empêché 6 attentats. Avant 2016, c'est-à-dire l'attentat de Nice, massif, avec un véhicule sans rien d'autre. Depuis 2016, ils en ont empêché 50. Donc autant on peut être très critique
sur l'évolution de l'activité des uns et des autres, autant les services de renseignement, quel que soit le ministre en charge, c'est pas l'autopromotion, ont réussi à transformer des services réactifs en services proactifs. Et de ce point de vue-là, c'est 47 attentats qui n'ont pas eu lieu. Je le précise parce que passer de 5 à 47, c'est pas la même chose que de faire aussi bien ou aussi mal qu'avant. Il s'est donc passé quelque chose après 2007. Après 2 tragédies, 2015 à Paris-Saint-Denis et 2016 à Nice. Et ceci indique que quand l'État veut, quand il y a une volonté structurelle, il peut faire mieux. Et de ce point de vue-là, tous ceux qui ont été arrêtés au cours des derniers mois, notamment ceux qui étaient parfaitement inconnus, montrent que la capacité d'analyse et d'action s'est plutôt améliorée. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il reste peu de temps et je voudrais quand même, parce qu'on ne l'ait pas fait venir pour rien, interroger Raphaël Grabli sur quelque chose que j'ai lu aujourd'hui qui m'a intéressé. C'est un médecin qui a tweeté ces quelques propos à propos du biais de confirmation. Vous savez, vous, évidemment, de quoi il s'agit, mais quand même, pour nos téléspectateurs, je vais vous lire ce qu'il a écrit. J'aimerais que vous réagissiez. Il dit, depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, nous avons une incroyable démonstration de ce qu'est le biais de confirmation. Ce biais psychologique puissant qui nous incite à privilégier et interpréter les informations qui soutiennent nos convictions tout en négligeant celles qui les contredisent. Et étant donné que les algorithmes des réseaux sociaux tendent à nous présenter principalement ce qui nous plaît, nous sommes donc témoins d'une avalanche de commentaires erronés écrits par des personnes qui s'auto-valident entre eux. C'est vrai ? C'est totalement vrai. En fait, on a beaucoup parlé d'archipélisation de la France. Et en fait, cette archipélisation, elle est puissance 1000 avec les plateformes. Parce que c'est ce qu'on appelle aussi les bulles de filtre. C'est-à-dire que les algorithmes nous enferment uniquement face à des contenus qui nous intéressent, qui nous font réagir dans un but purement économique, qui est de nous faire passer le plus de temps sur les plateformes. Sauf que l'effet secondaire dramatique de tout ça, c'est qu'on arrive tous dans des réalités parallèles. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les mêmes réalités. Et donc, on a un fil d'information qui est personnalisé pour chacun. Et donc, on n'est plus d'accord sur les faits basiques. Et donc, on ne peut même plus débattre, puisqu'on ne sait même plus de quoi on débat, puisque les faits eux-mêmes ne sont plus les mêmes et sont personnalisés. Et donc, oui, ce biais de confirmation, il est malheureusement encouragé par ces bulles de film et par ces traitements algorithmiques qu'on peut parfois désactiver aussi sur certaines plateformes, mais malheureusement, la plupart des gens ne le désactivent pas. Et particulièrement en ce moment, évidemment, Et alors, en ce moment, c'est absolument dramatique. Évidemment, par rapport à la situation en Israël, on a vu un déluge à la fois de désinformation et ce biais de confirmation qui a poussé chacun, on voit avec le drame de l'hôpital de Gaza, évidemment. Chacun a affirmé en étant sûr et certain d'être dans son bon droit et d'avoir bien compris la situation, que, entre guillemets, la version qu'il pensait être la bonne était la véritable version. Et d'ailleurs, sur ce sujet, même tout à l'heure, Mourad Boudjelal restait sur sa version. Et très sincèrement, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé sur Twitter. Pour la première fois, je me suis dit, avec le bombardement de cet hôpital, avec ce marasme d'informations, de badges bleus, de personnes qui seraient certifiées, etc., pour la première fois, je me suis dit, je ne peux rien faire, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En fait, il fallait revenir comme il y a 30 ans, on coupe, et on regarde ce qui se passe sur le terrain, à une différence près quand même, qu'on ne coupe pas totalement, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire l'enquête en source ouverte, et que finalement, grâce à c'est quand même un effet positif des réseaux sociaux, on peut travailler en commun et de façon collaborative à travers le monde, et que finalement, le début de réalité de ce qui s'est passé sur cet hôpital à Gaza, on le sait aussi parce qu'il y a des multiples vidéos qui, mises bout à bout, permettent de créer une enquête collaborative, et c'est comme ça qu'ont travaillé de nombreux médias. Merci Raphaël Grabli. Ça me fait penser, et je terminerai par ça, que le professeur Dominique Bernard, on a entendu son épouse aux obsèques aujourd'hui, n'avait pas de téléphone portable. C'était quelqu'un qui détestait les téléphones. Il n'avait pas de téléphone et voilà, il était loin justement de tout ce que vous venez de nous raconter. Je vous retrouverai la semaine prochaine maintenant, puisque c'est le week-end. Vous allez travailler, vous, le week-end, et vous allez même travailler maintenant jusqu'à 22h, puisque j'ai la joie de vous annoncer que vous restez avec Julie Hamet pendant 1 heure encore. Merci, à très vite.